diapositive qui est partagée. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok, super. Super. Je vais peut-être me représenter rapidement. Je suis Salomon Asoko, Energy Manager aujourd'hui chez SAPH, donc SAPH qui est un industriel agro-industriel qui transforme le latex, donc les VA en caoutchouc granulé pour ses clients. Et j'ai comme formation de base un diplôme d'ingénieur en génie électrique et énergétique. Et puis voilà, après, au fil du temps, on a accumulé quelques petits certificats qui nous ont permis de pouvoir peut-être monter en compétence sur des sujets bien précis. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de qu'est-ce que les clients, voilà, vu que l'ESPAL, c'est un bureau d'études. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel auditoire, il y a plus de 15 personnes qui sont connectées. Donc sûrement, il y a des personnes qui travaillent dans les bureaux d'études, il y a des étudiants, il y a des ingénieurs, il y a des clients industriels aussi. Donc il y a des industriels aussi qui sont intéressés par des projets d'énergie renouvelable. Bon, vu que le temps il est imparti, je ne sais pas, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un tour de table? Je ne sais pas trop. Mais voilà, pour aller rapidement, on va peut-être, chacun va se présenter rapidement dans le chat. Donc, ça va me permettre d'avoir une idée on va dire, de ce que vous faites et ça va permettre de mieux orienter le discours. Donc, aujourd'hui, de la demande à la solution, ce qu'un industriel attend vraiment d'un projet solaire. Ok. Donc, l'erreur la plus fréquente que tout le monde fait, voilà, on met déjà premièrement en avant, lorsqu'on parle de projet solaire, on met premièrement en avant puissance installée, on met en avant quel panneau on va installer, est-ce que c'est rentable ou pas, et principalement, pour les profanes, ils auront tendance à dire, OK, mais est-ce que le solaire, ça marche? Nous, on a une très grosse usine. On n'est pas sûr qu'il y ait le soleil à tout moment, la nuit, comment on gère. Voilà, donc, il y a des questions au niveau des industriels, mais en même temps, ce que aussi on va dire, les bureaux d'études ou d'autres personnes qui rendent ce service-là de réalisation de projets solaires et ils mettent en avant déjà dès les premières discussions les puissances installées, les rendements, comme je l'ai dit tantôt. Mais ce que l'industriel, lui, il attend vraiment, en fait, c'est une réponse plutôt concrète plutôt, excusez-moi. Donc, c'est une réponse plutôt concrète face aux contraintes opérationnelles qu'il rencontre. Donc, généralement, les opérationnels, ils ont des problèmes d'alimentation en énergie. Ils ont des problèmes de stabilité, de qualité d'énergie, de quantité d'énergie. Voilà, pour continuer la production continuer la marche de leur activité. Voilà. Et ils ont aussi, généralement, ils attendent vraiment des solutions qui sont vraiment fiables et qui sont adaptées à leur contexte et que globalement, le projet va rester viable. Donc, au bout du compte, avec toutes les hypothèses qui seront prises, le projet sera intéressant aussi financièrement pour eux. Voilà. Donc, cette slide nous permet vraiment d'aller directement dans le sujet. Voilà, en mettant face à face deux idées. Voilà, d'un côté, c'est l'idée généralement que les bureaux d'études, les EPCI, donc ceux qui construisent, ceux qui portent les projets solaires, mettent en avant directement lorsqu'ils discutent avec les industriels. Mais les industriels, eux, par contre, ils voient d'autres choses. Est-ce que cette solution, elle peut concrètement répondre à mon problème, que ce soit opérationnel, fiabilité, adapté à mon contexte et puis viable sur le long terme. J'ai un problème avec ma slide. OK, c'est bon. Donc,
Du coup, en tant que industriel, moi je parle en tant qu'industriel vu que je travaille pour et avec des industriels. Donc du coup, je me mets du côté des industriels. S'il y a des industriels aussi ici, ça, ça va leur permettre aussi de comprendre comment, on va dire, construire un projet solaire étant industriel. Et s'il y a aussi des personnes au niveau des bureaux d'études ou des PCIS, des développeurs, ça va leur permettre de pouvoir adapter aussi les études ou leur façon d'aborder les projets solaires vis-à-vis des industriels. Donc, pour comprendre le besoin, d'abord, avant de dimensionner, j'ai mis 4 éléments principaux. C'est pas les seuls, il peut en avoir plusieurs, mais c'est ceux que j'ai jugés qui sont les plus importants. Donc, le profil de consommation de l'industriel. Donc ça, c'est vraiment très important. D'une industrie à une autre, le profil de consommation, il peut vraiment changer. Il peut fortement varier par rapport à un ménage où le profil de consommation, on a quasiment un profil de consommation type. Après, d'un pays ou d'un continent à un autre, ça peut changer, mais globalement, on a des profils types pour, comme on peut dire ça, pour l'habitation. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les industriels. Même entre deux activités industrielles similaires, le profil des charges, il peut changer. Même entre deux usines qui font, on va dire, la même activité industrielle, qui produisent la même chose, le profil des charges, il peut être différent à cause peut-être de particularités liées à la zone où comment on va dire ça, l'usine est installée ou des particularités liées aux produits ou aux recettes que l'industriel réalise. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de regarder le profil de consommation. Donc, ça va permettre de faire ressortir les coûts de charge, les pics d'appel, la saisonnalité de la production et d'autres paramètres qui vont nous permettre d'affiner le fonctionnement et d'affiner le projet solaire qu'on est en train de construire. Et ce travail il doit se faire de concert entre celui qui développe le projet et l'industriel, de telle sorte que l'industriel dise attends, dans cette période-là, on fait telle activité. Donc, ça peut expliquer peut-être le pic et le développeur, lui, il va juste noter, prendre ça en compte dans son dimensionnement. Les contraintes du site. Donc là aussi, c'est très important. Donc, il faut toujours faire une visite. Voilà, pour les projets industriels, c'est vraiment très important. Il peut y avoir de très grosses contraintes en fonction de l'activité industrielle. Par exemple, pour les usines qui, pour la plupart, ont plein de rejets atmosphériques, des chaudières, des cheminées, voilà, de la vapeur qui est mélangée avec peut-être des produits dont on connaît, on va dire, la source ou les caractéristiques, par exemple, peuvent fortement impacter l'installation de panneaux solaires en toiture. Donc, il est très important de faire les visites sur site pour déjà identifier les espaces qui sont non seulement disponibles et utilisables, exploitables pour la construction de ces projets solaires. Il faut comprendre aussi les objectifs réels de l'industriel. Donc, pourquoi il veut se lancer dans un projet solaire? Il en a une multitude, mais il faut vraiment prendre le temps d'échanger avec lui pour comprendre le pourquoi il se lance dans les projets solaires. Voilà, donc d'autres, ils vous diront c'est pour réduire la facture d'énergie, d'autres c'est pour sécuriser l'approvisionnement, d'autres c'est pour l'autonomie, d'autres c'est pour l'image auprès des clients. Voilà, ou l'image même, on va dire, développer une bonne image dans le pays parce que peut-être qu'ils ont été sujets à des bad buzz ou du boycott tout simplement. Voilà, donc du coup, les objectifs ils peuvent être différents. Donc, il faut vraiment prendre le temps de discuter avec l'industriel. Donc, une fois que les objectifs sont clairs, tout de suite, ça donne l'orientation du projet. Parce qu'un projet pour réduire la facture, on ne va pas le designer de la même manière qu'un projet pour réduire, pour sécuriser l'approvisionnement, par exemple, ou un projet pour avoir beaucoup plus d'autonomie. Donc, c'est vraiment très important de
de pouvoir, comment on peut dire ça, faire cette étape-là aussi. Et cette étape-là, elle est complémentaire au profil de consommation et le profil de consommation, les coupes de charges et autres et tout ça. Parce que dans les coupes de charges, on pourra voir aussi, ou dans les mesures, on va dire ça comme ça, dans les mesures, dans l'analyse des mesures, on pourra voir aussi, par exemple, que l'usine n'a pas une alimentation très stable. Voilà, elle est sujette aux micro-coupures à peine de défauts liés à la mauvaise qualité de l'énergie. Donc, même si l'industriel, il dit, OK, moi, mon objectif, c'est de peut-être réduire ma facture ou avoir une certaine autonomie, mais vous aurez identifié aussi certains éléments complémentaires. Donc, améliorer quand même la qualité d'énergie de l'alimentation de l'usine. Voilà, parce que vous avez observé des instabilités. Donc, du coup, vous pouvez ajouter ces éléments aussi dans les objectifs proposés aux clients et finalement, vous allez avoir une feuille de route claire pour développer votre projet. Et finalement, l'horizon et les priorités. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, est-ce que le client, il veut faire plutôt un projet à court ou long terme ou bien à cause de la criticité de sa production, lui, il veut tout de suite quelque chose de stable et voilà. Donc, en fonction aussi de l'horizon et puis de ses priorités liées à son activité aussi, ça permet d'orienter le projet. Donc, on va essayer d'aller rapidement pour laisser beaucoup plus de temps pour les questions. Donc, déjà, n'hésitez pas. Désolé, j'essaie d'aller un peu plus rapidement. Je parle rapidement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat ou même intervenir directement. Ça va permettre d'agrémenter l'échange. Donc, l'un des principes d'or, au fait, il faut toujours choisir les hypothèses qui vous défavorisent. Donc, en tant qu'industriel, bien sûr, voilà. Donc, si vous êtes du côté industriel, moi, je vous conseille de choisir toujours les hypothèses qui vous défavorisent. Quand je dis les hypothèses qui vous défavorisent, c'est lesquelles? On va dire, aujourd'hui, peut-être que votre usine, elle tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et peut-être qu'il y a des jours d'arrêt que vous planifiez dans l'année pour faire de la maintenance préventive ou peut-être des inventaires. Donc, moi, ce que je vous recommande, et c'est qu'on fait, nous, moi particulièrement, lorsque je développe les projets solaires en industrie, je dis, OK, c'est vrai qu'on tourne 7 jours sur 7, mais moi, je prends une hypothèse pessimiste. Je dis, OK, on tourne 6 jours sur 7. On aura peut-être une semaine d'arrêt pour maintenance. Moi, je dis, OK, on aura 2 semaines d'arrêt pour maintenance. Après, je dis quoi? Bon, considérons tous les jours fériés, au fait, comme les jours d'arrêt d'usine. Même si peut-être après, dans le planning de production, on décide de produire ces jours-là. Donc, c'est autant d'hypothèses, au fait, qui vont, on va dire, qui vont réduire les capacités de production de mon installation. Parce que si ces jours-là, je les déclare jour non ouvert pour mon usine, donc ça voudrait dire que on aura de l'énergie solaire disponible qu'on peut potentiellement produire, mais que mon usine ne va pas utiliser. Donc, au bout du compte, on va dire mon productible, il sera bas. Donc, ce que ma ferme solaire peut produire sur toute une année, elle sera réduite parce que j'ai déclaré des jours tout au long de l'année qui sont fermés. Donc, où je ne vais pas produire, comment on va dire ça, je ne vais pas ouvrir mon activité. Voilà, donc ça va venir plomber, on va dire, mes indicateurs, que ce soit mes indicateurs financiers ou même mes indicateurs de performance de la centrale, parce il y a un indicateur qui nous permet de voir quel est le pourcentage au fait de performance de la centrale entre l'énergie que j'ai planifiée et celle que j'ai réellement produite, ou bien l'énergie qui est, on va dire, l'énergie potentiellement disponible, voilà, qu'on peut produire contre l'énergie que j'ai réellement produite ou même consommée. Donc, je vais venir dégrader ces ratios-là. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que même dans le pire des cas, si le projet, bon, on va pas dire le pire des cas, dans
en prenant les hypothèses défavorables pour nous, voilà, si le projet il reste viable et puis est rentable pour l'industriel, voilà, en réalité, le projet il va rester viable et puis rentable. Voilà, donc sur le papier, avec les hypothèses pessimistes, il reste viable et rentable. Dans la réalité, il sera, on va dire obligatoirement, pour ne pas dire à 100%, il sera obligatoirement viable et rentable. Parce que dès le départ, vous avez pris vraiment des hypothèses défavorables, très défavorables pour le fonctionnement de votre installation. Donc, moi, je pars pas plutôt dans l'optique où il faut optimiser tous les paramètres. Voilà, moi, je pars dans l'optique où je dois dégrader tous mes paramètres. Même la performance des panneaux, je dégrade vraiment tous mes paramètres. Voilà, pour me mettre vraiment à une certaine limite d'hypothèses vraiment défavorisables pour développer mes projets. Et dans ce cas-là, je suis sûr que peu importe les imprévus ou les éléments, ils n'ont pas été développés de manière fine. Voilà, le résultat sera plus ou moins acceptable. Donc, je mets ici quelques hypothèses à sécuriser, mais voilà, je les ai dit oralement. Voilà, dégradation des panneaux plus rapide que prévu, coût d'exploitation et de maintenance majoré, année d'ensoleillement plus faible que la moyenne, consommation du site prudent estimé, donc pas surestimé. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments que vous pouvez dégrader pour être sûr que votre projet il soit vraiment le plus réaliste possible. Ou dans l'implémentation, ça se rapproche le plus de ce que vous avez développé. Donc, concernant la configuration des projets solaires, toujours au niveau des industriels, donc là aussi, c'est un élément qu'il faut regarder de près. Voilà, donc comment on raccorde notre ferme solaire à l'usine. Donc, après avoir passé en revue les hypothèses, fait la collecte des données, tous ces éléments-là, voilà, c'est un élément aussi qui est très important. Donc, pendant la visite du site, voilà, il faut questionner l'industriel. Déjà, est-ce qu'on peut faire passer peut-être le câble dans cette zone où se trouve le TGBT, où se trouve l'alimentation principale ou la connexion principale de votre fournisseur d'énergie, où se trouve tel élément, se trouve tel élément. Donc, lui vous dira systématiquement non, ici on ne fait pas passer les câbles en toiture, ici on ne fait pas passer les câbles en aérien, ici on ne fait pas passer les câbles en souterrain. Il vous dira directement les contraintes liées à leur activité. Donc, c'est pour ça que la visite, elle est très importante. Et si on revient au raccordement, ici j'ai listé 3 types de raccordement. Donc le on-grid réseau, on-grid synchronisé au réseau, le hybride solaire plus groupe électrogène et puis le hors réseau autonome. Donc ici le premier système de raccordement, globalement tout va dépendre de l'objectif de l'industriel. Donc, c'est pour ça que l'étape de discussion avec l'industriel par rapport à ces objectifs est très importante. Donc, en fonction de ce qu'il vous dira, vous pourrez, en tout cas, quand je dis vous, au niveau de celui qui va développer le projet, voilà, si c'est soit un bureau d'études, un consultant ou même quelqu'un en interne, il pourra systématiquement savoir dans quelle catégorie il se trouve. Il y en a plusieurs autres aujourd'hui. Mais bon, je pense que les 3 là résument pratiquement pas mal tout le monde. Donc, s'il dit, par exemple, moi, je veux réduire uniquement ma facture d'énergie, peu importe, moi, j'ai pas forcément besoin d'autonomie, moi, j'ai pas forcément besoin de stabilité, mon réseau, il est déjà peut-être très stable, donc j'ai vraiment besoin de réduire ma facture d'énergie. Je dis, OK, bon, dans ce cas-là, on peut vous proposer un système qui est synchronisé au réseau. Donc, le matin, la ferme solaire, dès qu'il y a le soleil, bien sûr, la ferme solaire commence à produire et elle va produire et alimenter simultanément l'usine avec l'énergie qui vient du réseau CIE. Voilà.
pour la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, les deux installations vont fonctionner en synchronisé pour alimenter votre usine. Quand il n'y aura plus de soleil, bon, le réseau ICE, il prend la relève et il alimente complètement votre usine. Et puis ici, ce qui est intéressant, vous pouvez mettre en priorité l'alimentation de votre usine par le solaire, de telle sorte que le solaire, il arrive à produire tout ce qu'il peut, voilà, pour alimenter l'usine, et le complément se fera par le réseau électrique. Il y a aussi l'hybride solaire plus le groupe électrogène. Généralement, c'est dans les zones où c'est généralement utilisé pour les usines qui sont dans des zones assez reculées où il y a fréquemment de longs temps de coupure, voilà, et qui sont généralement couverts à 100% par groupe électrogène. Donc, ça permet d'être synchronisé avec le réseau électrique du fournisseur d'énergie lorsqu'il est présent. Et lorsqu'il n'est pas présent, la station solaire, elle va se synchroniser au groupe électrogène lorsqu'ils vont démarrer. Donc, ça aura pour bénéfice de réduire le carburant utilisé, parce que les groupes électrogènes vont réduire les charges au profil du solaire lorsqu'il sera présent. Et voilà, c'est un bénéfice très intéressant pour les industriels, surtout pour les miniers qui fonctionnent à 100% sur groupe électrogène. Mettre une ferme solaire chez ces miniers-là, c'est vraiment très intéressant. Il y en a vraiment de très, 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 très forts gains. Et puis après, le raccordement autonome. Donc ça, c'est vraiment pour des usines ou des sites qui sont isolés complètement. Et eux, pour la plupart, n'ont pas de groupe électrogène. Et qui veulent s'installer, on va dire ça comme ça, donc pour des usines qui veulent s'installer, qui ne veulent pas acheter du groupe électrogène peut-être parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, faire des installations solaires, peut-être avec stockage, peut être intéressant, ou bien faire des installations solaires, stockage par batterie bien sûr, et puis groupe électrogène. Et voilà, peut être intéressant pour des industriels. Et tout ça, c'est vrai qu'ici, je ne rentre pas dans le détail technique. Voilà, mais tout ça, il faut s'assurer qu'on arrive à s'intégrer parfaitement à l'installation, donc au réseau interne, on va dire ça comme ça, au réseau électrique interne de l'industriel. Voilà, donc s'assurer que le tableau général de basse tension, si c'est en basse tension, qu'on se connecte, est vraiment conforme, qu'il n'y a pas de protection qui ne fonctionne pas. Si c'est en haute tension on doit se connecter, on doit associer systématiquement le fournisseur d'énergie. Voilà, si le réseau il est présent, voilà, pour s'assurer qu'on respecte vraiment toutes les règles de conformité qu'il faut pour se raccorder à ces sous-stations-là. Où installer les panneaux en toiture au sol. Donc, là encore, la visite elle est très importante parce que ça va permettre de pouvoir valoriser les espaces. Ça va permettre plutôt d'identifier les espaces qui sont exploitables. Et en toiture, par exemple, c'est très intéressant parce que vous pourrez valoriser tous les espaces en toiture qui sont disponibles, mais faire attention, voilà, parce qu'il faut s'assurer que les panneaux, toutes les structures, toute l'installation qu'on va faire sera une charge, au fait, admissible par la structure déjà présente. Donc, la structure des toitures. Donc, il faut faire systématiquement des études de structure de la toiture, s'assurer qu'elles peuvent supporter le poids. En général, on est autour de 20 kilos par mètre carré de tête, ce que j'ai comme valeur pour l'installation du panneau solaire en toiture. Donc, il faut vraiment prendre toutes les précautions qu'il faut pour ça. Aujourd'hui, pour les industriels, les installations solaires en toiture, c'est vraiment très sensible. Déjà à cause des questions de sécurité, donc charge admissible, même sécurité pendant les travaux et la construction, donc chute de personnes, mais aussi sécurité alimentaire pour, par exemple, les industries agroalimentaires et pas que pour d'autres types d'industries, donc les cartonneries ou d'autres types d'industries où les fuites aussi sont nuisibles pour leur activité. Donc, il faut rassurer l'industriel, voilà. Donc,
Et généralement, ce que ceux qui construisent les fermes solaires ils font, donc on fait un test d'étanchéité avant de construire la ferme solaire en toiture, et puis on fait un test d'étanchéité après. Et on observe peut-être pendant 3 à 6 mois, voilà, surtout pendant la période de saison des pluies pour corriger progressivement et vraiment mettre un plan d'action de gestion des risques clairs en place, surtout pour les agroalimentaires. Donc, pour les fermes solaires au sol, c'est plus facile. Voilà, mais on doit s'assurer que l'industriel donc il dispose de toute la documentation nécessaire et qu'il a le droit de pouvoir construire cette ferme solaire là au sol à travers tous les permis qu'il faut. Et voilà. Et puis après, côté développeur, c'est s'assurer que qu'on ait les orientations et les inclinaisons vraiment optimisées et qu'on ait la surface disponible pour pouvoir développer le projet. Bon, cette diapositive, elle n'est pas très importante. J'ai voulu présenter les étapes de dimensionnement d'un projet solaire. C'est pas très important parce que ce soit pour un industriel ou quelqu'un d'autre, les étapes restent similaires. Donc, identifier le potentiel d'ensoleillement, donc trouver le potentiel d'ensoleillement. Il y a une étape qui est là, qui a sauté, donc la collecte des données, connaître le profil du client avant de déterminer la puissance installée, la taille de la ferme, la surface, donc tous les éléments qu'il faut avec les pertes, le dimensionnement détaillé, vraiment tout ce qu'il faut pour après faire ressortir l'énergie qu'on pourra produire à la fin. Ici, j'ai voulu partager, on arrive déjà à la fin de la diapositive, de la présentation plutôt. Donc ici, j'ai voulu partager quelques fondamentaux qu'il ne faut pas oublier et qui peuvent être intéressants aussi pour les industriels qui ne sont pas du domaine de l'énergie. Voilà, donc la différence entre kilowatt crête et puis kilowatt-heure, il aurait dû mettre même kilowatt. Donc, du coup, kilowatt-heure déjà, c'est l'énergie qu'on consomme, l'énergie électrique qu'on consomme. Ça peut être aussi de l'énergie thermique qu'on peut exprimer en kilowattheure, mais kilowattheure, c'est l'énergie. Kilowatt crête, c'est une puissance qu'on appelle une puissance. Donc déjà, kilowatt, c'est une puissance parce qu'il y a kilowatt et puis il y a kilowatt crête. Généralement, c'est là que ceux qui ne connaissent pas le solaire ou certains industriels qui ne sont pas du milieu de l'énergie pêchent. Donc, ils confondent généralement kilowatt et kilowatt crête. Souvent aussi kilowatt et puis kilowattheure. C'est pour ça que j'ai mis kilowatt crête et kilowattheure. Mais il faut d'abord comprendre que kilowatt, c'est une puissance. Voilà, donc une puissance d'un moteur, par exemple, on peut dire un moteur de 30 kilowatts. Ou mon installation, là, elle fait 1000 kilowatts. Ou mon transformateur, c'est un transformateur de 1000 kilowatts. Maintenant, le transformateur de 1000 kilowatts, là, ou le moteur de 30 kilowatts, là, il consomme de l'énergie. Donc, si on prend un moteur de 30 kilowatts qui consomme de l'énergie, donc il va appeler peut-être en fonctionnement 20 kilowatts pendant 1 heure. Donc, c'est les 20 kilowatts pendant 1 heure, là, puis on fait 20 kilowattheures de consommation d'énergie du moteur qui fait 30 kilowatts. Maintenant, si on revient au solaire, pourquoi on dit kilowatt crête? Parce que le solaire, le soleil plutôt, il a une courbe de fonctionnement en cloche. Donc, le soleil se lève le matin et il monte en hauteur progressivement jusqu'à midi où il est au zénith. Et puis après, il descend. Donc, on va dire, il se couche pour faire simple. Il se couche progressivement jusqu'à disparaître totalement. Donc, c'est ce fonctionnement en cloche-là qui a donné son nom crête à la puissance, comment on peut dire ça, solaire. Donc, la puissance qu'on installe au niveau des installations, au niveau des fermes solaires. Voilà. C'est pour ça qu'on ajoute le mot crête, parce que c'est lié à la courbe en cloche du fonctionnement du soleil. L'irradiation du site.
Donc, pour faire simple, vraiment, l'irradiation du site, donc c'est l'énergie que le soleil peut donner par mètre carré. Voilà. Donc, quand le soleil, il se lève le matin, il se couche le soir, on va dire ça comme ça pour faire vraiment simple. Voilà. Donc, l'énergie qui transfère vers la Terre, là, c'est ça qui est l'irradiation. Donc, on exprime cette irradiation en kilowattheures par mètre carré. Voilà. Donc, je vous ai dit précédemment, kilowattheure, c'est énergie. Donc, performance ratio. Donc, ça, c'est le ratio de performance dont je parlais un peu plus tard. Il est vraiment très important pour le développement des projets solaires parce que c'est lui qui va vous dire, au fait, l'écart entre la production théorique et la production réelle. Voilà. Donc, une fois que vous avez déduit toutes les pertes. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce ratio-là, au fait, que les industriels doivent comprendre et le dégrader au maximum. Voilà. Le dégrader au maximum. Parce que s'ils le dégradent au maximum, ça veut dire qu'ils ont pris des hypothèses vraiment, on va dire, très prudentes pour eux. Et si avec cette dégradation, l'installation solaire, elle est rentable, elle est viable économiquement pour eux, et ça permet de répondre à leurs besoins, assurément, lorsque l'installation sera réalisée, elle va répondre à votre besoin et peut-être au-delà de votre besoin. Donc, c'est comme un matelas de sécurité que vous prenez pour votre installation solaire, sachant que les réalités industrielles sont parfois vraiment difficiles. Et autoconsommation contre injection. Donc là, j'ai mis une slide à côté pour mieux expliquer ça. Donc ici, l'autoconsommation, ici, c'est consommer tout ce qu'on produit via notre ferme solaire. Et l'injection, c'est, on va dire, transférer une partie de l'énergie qu'on n'a pas consommée sur le réseau de la CIE ou sur le réseau du distributeur d'énergie. Donc, j'ai mis une courbe pour mieux expliquer ça. Donc, j'espère que tout le monde voit la courbe. Donc, ici, en bleu, on a le profil de consommation de l'industriel. Voilà. Donc, on voit que dans la nuit, entre minuit et peut-être, je dis n'importe quoi, 4 heures ou 5 heures, l'industriel consomme beaucoup. Voilà. Et puis après, le matin jusqu'à, je dis n'importe quoi, la nuit, peut-être même que c'est pas un profil d'industriel. C'est une image que j'ai prise comme ça sur Internet. Je pense que ça doit être beaucoup plus un ménage ou quelque chose du style. Voilà, mais ça va nous servir de mieux comprendre autoconsommation et injection. Voilà, et donc son profil de consommation la journée reste vraiment plat et puis avec quelques pics en cours de journée. Et on voit ici la production d'énergie solaire. Donc c'est vraiment cette courbe-là, voilà, qui est en orange. On voit la production du soleil. Et tout ce qui est consommé par, on va dire l'industriel, vu qu'on parle d'industriel ici. Donc, tout ce qui est consommé par l'industriel, c'est la partie qui est en jaune. Donc, c'est le croisement entre son profil de charge et puis ce que l'installation solaire peut fournir cette journée-là. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de pertes d'énergie. Donc, toute cette énergie-là, qui est en orange, là, elle n'est pas consommée par le client. Donc, on va dire qu'elle est perdue. Donc, l'énergie en jaune, c'est l'énergie autoconsommée par le client, donc par l'industriel. Donc, c'est là qu'on parle d'autoconsommation. Donc, on va parler ici de taux d'autoconsommation. Donc, pour ce cas-là, le taux d'autoconsommation est très faible. Voilà. Et généralement, pour les industriels, il faut s'assurer que le taux d'autoconsommation soit vraiment très élevé parce que on va perdre beaucoup d'énergie. Ça, c'est clair. Mais en même temps, cette énergie qu'on va perdre là, on ne peut pas la revaloriser, donc la réinjecter sur le réseau. Donc, c'est là qu'on parle de notion d'injection. Donc, ici, dans ce cas-là, si c'était possible de réinjecter le surplus d'énergie solaire qu'on produit sur le réseau, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit en Côte d'Ivoire. Bon, il y a des arrêtés récents qui sont sortis qui autorisent sous certaines conditions. Mais on va dire globalement, pour faire simple, c'est interdit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, ça sera de l'énergie perdue parce qu'on ne peut pas la réinjecter sur le réseau. Et du coup, dans le dimensionnement, c'est pour ça que les profils de charge sont vraiment très importants. Donc, on va faire soit une ferme solaire qui produit juste pour le besoin
du client en journée. Donc, au lieu que la cloche, elle arrive à ce niveau-là, la cloche, elle sera peut-être à ce niveau-là pour avoir le moins de pertes possible. Donc, on aura une cloche qui est peut-être, attendez, et j'essaie de faire mon stylet. Donc, on aura une cloche peut-être qui sera comme ça. Voilà. On aura une cloche qui sera peut-être comme ça. Donc, pour une ferme solaire initialement qui était dimensionnée autour de 4000 watts, voilà, on aura une ferme qui sera dimensionnée autour de 4000 watts crête. Excusez-moi, j'ai oublié le crête, c'est très important. Voilà, on aura une ferme solaire qui sera dimensionnée autour de, ici, ça fera quoi, 900, si on prend la moitié. Donc, autour de 1000, 1200, 1300 watts crête, par exemple. Donc, on aura une ferme solaire pour dimensionner de cette taille. Donc, ça nous évite de surdimensionner la ferme solaire, de payer beaucoup trop cher pour de l'énergie qu'on ne va pas utiliser. Ce qu'on peut faire aussi pour revaloriser cette énergie perdue-là, donc là, ça va vraiment dépendre du besoin de l'industriel. Donc, si c'est un industriel qui a besoin d'autonomie, par exemple, on peut dire, OK, cette énergie qu'on produit, qu'on ne valorise pas, on peut la stocker dans des batteries et la réutiliser peut-être la nuit. Voilà, donc de 0 heure jusqu'à 5 heures, la réutiliser là. Parce que c'est là et réellement qu'il y a le besoin d'énergie. Donc, au lieu de faire juste une petite ferme solaire, qui va nous permettre de couvrir une partie de notre besoin aujourd'hui, on fait une grande ferme solaire, on stocke le surplus d'énergie et on déplace, comment on peut dire ça, la production la nuit pour utilisation. Donc, l'étape de discussion avec l'industriel, généralement, les industriels ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Voilà, parce que soit l'interlocuteur n'est pas purement technicien ou il n'est pas énergéticien, voilà, ou même c'est un profil, on va dire, un profil qui n'est même pas forcément technicien. Lui, il sait qu'il veut peut-être réduire sa facture, il veut faire stabiliser son énergie. Et donc, il va donner des idées. Donc, peut-être ça sera aussi à celui qui développe le projet de pouvoir orienter, voilà, vers des solutions beaucoup plus intéressantes. Donc, je pense qu'on est à la fin de la présentation. Donc, c'est vraiment une synthèse de tout ce qu'on a dit. Donc, de la demande à la solution. Voilà, j'ai mis les différentes étapes. Donc, il faudrait clairement comprendre le besoin, donc échanger avec l'industriel pour savoir son besoin, pouvoir affiner la solution qu'on propose, donc l'analyse du site, donc à travers la collecte des données, les visites de terrain, voilà, identifier les zones probables de connexion de la ferme solaire, prendre des hypothèses prudentes toujours. Moi, je pense que c'est le cœur même de mon message ici. Voilà, prendre des hypothèses prudentes. Choix de la configuration, voilà, donc est-ce que c'est une ferme qu'on va synchroniser au réseau électrogène. Donc une fois que tous ces éléments sont clairs, vraiment, c'est une fois que tous ces éléments-là sont clairs qu'on peut passer au dimensionnement pour qu'on puisse avoir une solution viable et sortir maintenant les indicateurs financiers, les indicateurs de performance et autres et tout ça qui vont permettre à l'industriel de prendre la décision. Et maintenant, ça va devenir un travail itératif. Si les résultats ou les indicateurs financiers ne plaisent pas à l'industriel, de toutes les manières, c'est lui qui aura défini les hypothèses pessimistes de base. Il pourra revenir sur certaines hypothèses et puis on fait ce travail-là pour trouver vraiment quelque chose qui est déjà viable, que ce soit techniquement et puis financièrement, et qui répond aux besoins. Et c'est dans ce cas-là maintenant qu'on peut passer à l'autre étape de réalisation du projet. Peut-être pour imager tout ce que j'ai dit, moi j'ai vécu une expérience sur un projet solaire très 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 récent où on a défini des hypothèses vraiment très 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 conservatrices. Voilà, on a réduit le nombre de jours d'ouverture de l'usine, on était très conservateur sur la taille de la ferme solaire. Donc,
on a dimensionné une ferme solaire qui est juste en dessous du profil de consommation du site. On a fait quoi encore? On n'a pas considéré les gains liés à la synchronisation de la ferme solaire avec le groupe électrogène parce qu'on a synchronisé la ferme solaire avec le groupe électrogène. Donc, au bout du compte, on est arrivé à des indicateurs financiers vraiment qui prennent en compte tous ces éléments et qui permettaient au projet d'être viable financièrement et qui nous donnaient encore de la marge pour réduire, comment on peut dire ça, de la marge pour négocier encore le coût de construction de la ferme solaire. On a fini de dimensionner la ferme solaire, on a tout fait, on a installé. On a fait les analyses de risque aussi, ça il faut le faire. Donc les analyses de risque, quel risque inhérent même à votre activité et au solaire, lorsque les deux se mettent ensemble pour se positionner sur votre site, quels sont les risques qui peuvent exister, qui peuvent impacter votre projet, il faut les identifier. Nous, on l'avait fait également. Donc, j'accélère, on a construit la ferme solaire, on a mis la ferme solaire en exploitation. Et un an après, on s'est rendu compte que on a mal, comment on peut dire ça, on a mal défini le potentiel solaire. On a mal défini le potentiel solaire. Donc, du coup, ce qu'on a planifié comme production, donc malgré les hypothèses pessimistes, ce qu'on a planifié comme production était décalé de ce qu'on produisait réellement. Mais du fait qu'on a chargé tout le projet d'hypothèses vraiment conservatrices, a permis au final de retomber quand même sur nos deux pieds, mais le projet restait toujours viable financièrement. Voilà, sous certaines conditions, bien sûr, après certains ajustements et autres et tout ça. Donc, c'est juste un petit témoignage pour dire que pour les projets vraiment solaires industriels, il faut faire très attention aux hypothèses qu'on prend. Aller toujours sur des hypothèses conservatrices. Voilà, pas forcément sur des hypothèses optimisées, c'est ça, sur des hypothèses optimisées. Pas toujours vraiment aller sur des hypothèses conservatrices. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir amortir les imprévus et voilà, avoir des projets réellement qui tiennent la route et puis qui sont viables financièrement. Et donc, je vais terminer par ça. Et vous, quelle est l'erreur la plus fréquente dans la relation entre un client et un porteur de projet solaire que vous avez déjà vu, que vous avez déjà expérimenté selon votre expérience? Et voilà, donc je pense qu'on a pris assez de temps. Ça va laisser quand même un peu on a un peu de temps pour les questions. On n'a pas vite commencé. Merci. Je laisse la parole à Abdel. Je ne sais pas si tu peux prendre la main pour les questions et pour le reste. Ok, donc merci Salomon. Merci beaucoup. Ça a pris du temps, mais c'était indispensable. Il a appris beaucoup de choses. Donc, c'est la phase de questions. Donc, vous pouvez activer votre micro et poser directement à notre intervenant. Ou ceux qui préfèrent aussi écrire dans le chat. Bon, mais déjà, moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir, est-ce que tu as une ordre de grandeur pour le ratio? Parce que tu as demandé à ce qu'on le dégrade. Et là, je ne sais pas, est-ce que tu as une ordre de grandeur? Est-ce que tu m'entends? Une note de grandeur, je n'ai pas compris pour quelle ratio. Voilà, je demandais que tu as une note de grandeur que tu utilises pour le ratio. Donc, tu as demandé... Le ratio de performance, tu veux dire ça? Oui. Non, je n'ai pas d'ordre de grandeur pour le ratio de performance. Je n'ai pas d'ordre de grandeur. Okay. Après, d'une usine ou d'une industrie à une autre, un ratio de performance de 0,6 peut être intéressant financièrement pour un industriel. Par contre, un ratio de 0,7 ne peut être intéressant financièrement pour un autre industriel, tu vois. Oui, je vois. C'est ça, au fait, qui fait la difficulté des projets industriels. Parce que
quand tu mets toutes les hypothèses liées à son activité et à ce qu'il veut dans le projet, voilà, tu peux trouver des résultats qui sont parfois surprenants. Mais globalement, souvent, si tu as un ratio de performance déjà qui est supérieur à 0,6 et qui te permet d'être rentable, donc quand je dis d'être rentable, d'avoir un retour sur investissement supérieur, non, pas supérieur, inférieur déjà à 6 ans, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon pour une industrielle. Voilà, maintenant, il y a mieux. Donc ça, c'est le minimum. Maintenant, on peut avoir mieux. Ok, ok. Wow, un ratio de quoi? Ouais, c'est quand même fort de 0,6. Oui, bien sûr. Je te prends un exemple d'un sucrier. Un sucrier. Généralement, pour les industries du sucre, ils ont un effet de saison. Bon, oui, on va dire ça. Leur activité, c'était son saisonnalité. Donc, ils produisent, si je dis n'importe quoi, 9 mois, entre 6 et 9 mois, et puis tout le reste de l'année, là, donc entre 3 et 6 mois, leur usine est à l'arrêt. Tu vois? Donc, pour ce type d'industriel-là, par exemple, ça sera difficile d'aller chercher les ratios de performance de 80% en fait. Ouais. Parce que tu auras une bonne période de l'année où tu as de l'énergie, une grande quantité d'énergie qui est disponible, mais que tu ne peux pas utiliser. Alors que si tu veux construire une ferme solaire et en dessous même de leur profil de charge, on te parle de 10 gigawatts crédit. Et il a dit 10 gigawatts, excuse-moi, de 10 mégawatts crédit. Ouais, ok, ouais, effectivement. On te parle de 10 mégawatts crédit. Donc, du coup, imagine-toi 10 mégawatts crédit qui est disponible pendant 3 à 6 mois, qui n'est pas utilisé. Mais ça va dégrader considérablement ton ratio de performance au fait. Effectivement. Voilà. Ah, donc, je comprends mieux. Tu comprends, ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Donc, Louange, on t'écoute, active ton micro. Bonsoir à tous et merci au présentateur, M. Soko, pour cette belle présentation et qui nous a appris énormément de choses. Donc, merci pour le temps disposé déjà. Et j'aurais une première question concernant le retour d'investissement sur un des projets concrets que vous avez réalisé. Donc, bien sûr, en prenant en compte le prix d'installation des panneaux, le prix des ingénieurs, le coût d'exploitation, le coût de maintenance, la dégradation notamment de l'obsolescence des ingénieurs et tout. À savoir au bout de combien d'années, par exemple, pour une installation de 2 MW, vous avez atteint votre retour d'investissement en fait. Est-ce que vous avez ces chiffres de façon concrète? Oui. J'ai des chiffres. Donc, aujourd'hui, pour tous les projets qu'on développe en industrie, là, déjà, les industriels te diront que pour construire un projet chez eux, c'est un retour d'investissement autour de 5 ans. Si déjà c'est supérieur à 5 ans, c'est pas la peine. Parce que s'ils injectent leur argent dans leur activité, déjà, en moins de 5 ans, ils récupèrent leur argent. Et il n'y a pas que le taux de retour sur investissement, il y a d'autres aussi indicateurs financiers qui regardent, donc le TRI, le taux de rendement interne, la vanne, d'autres indicateurs qui regardent encore. Donc, généralement, c'est le temps de retour sur investissement qui est le premier indicateur, qui soit ouvre ou qui ferme la porte directement. Mais aujourd'hui, pour nos projets, on est inférieur à 6 ans. Inférieur à 6 ans du temps de retour sur investissement. Donc, des tailles qui varient entre 1 méga et 2 mégawatts crédit. Pourquoi? Parce qu'on inclut du stockage, stabiliser l'alimentation en énergie du grid. Donc, faire du grid forming. Voilà.
parce que pour la plupart des usines pour lesquelles on a développé les projets là, ce sont des usines qui sont très loin de la ville, donc dans des zones où il y a de la forêt, voilà, qui génèrent des défauts liés à des branches, par exemple, ou même à l'éloignement du réseau. Voilà, puisque si le réseau il est vraiment très loin, il y a les chutes de tension. Voilà, si le réseau aussi est chargé, ça crée des indisponibilités. Donc, et justement, le taux de coupure, en fait, il est de quel pourcentage, par exemple, en Côte d'Ivoire? Ça, c'est des informations qui sont difficiles à avoir. Mais oui, je pense qu'il y a un dernier rapport. Il y a un dernier rapport qui est sorti de Côte d'Ivoire Énergie. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais si tu veux, à l'échelle nationale, les taux de coupure ils sont vraiment très bas. Je pense qu'on est à moins de 24 heures. Si je ne m'abuse, hein, maximum moins de 24 heures. Mais c'est vraiment... De façon annuelle ou... Oui, de façon annuelle. Wow, ok. Voilà, de façon annuelle. De ce que j'avais vu, mais il faut vérifier sur le site de Côte d'Ivoire Énergie. Mais après, dans certaines zones, ça peut être différent. Dans certaines zones, ça peut être vraiment différent. Et le prix du kilowattheure, le prix du kilowattheure, en fait. Le prix du kilowattheure, il est autour de 80 francs, donc entre 80 et 90 francs. Ça dépend vraiment en fonction du client, des tranches horaires et voilà. En 80 et 90 francs, souvent 100 francs, ça dépend vraiment. Ok. En fait, c'est juste pour comprendre, cet écart de rentabilité, en fait, de retour sur investissement, parce que j'avoue que ici en France, le retour d'investissement, c'est beaucoup plus lent. Genre, c'est par exemple au bout de 20 ans, voire 25 ans. Genre, c'est pour vraiment essayer de comprendre. Ok. Mais en même temps, c'est qu'il faut comprendre, en Côte d'Ivoire, il y a aussi des incitations que l'État met en place qui favorisent aussi la rentabilité de ces projets-là. Par exemple, tous les équipements d'énergie renouvelable, donc je dis bien énergie renouvelable, pas que solaire, sont exonérés de frais de douane, de taxes d'opération bancaire et puis de TVA. Ok, ouais, ça explique. Par exemple. Merci. Voilà. Et puis après, les opérations administratives sont pas vraiment très lourdes, donc on facilite vraiment la vie pour ce type d'installation-là. Et qui fait que, au bout du compte, c'est beaucoup. Et les 6 ans, vraiment, ça, c'est pour des projets où, comme je vous ai dit, au moins, quand je développe les projets pour les industriels, voilà, et avec les expériences que j'ai eues là, il faut systématiquement prendre des hypothèses conservatrices. Donc, c'est vraiment avec plein d'hypothèses conservatrices qu'on arrive aux 6 ans. Sinon, voilà, on peut facilement atteindre les 5 ans, voire 4 ans en fonction du type de projet. Voilà. Si on fait des projets, par exemple, pour des établissements scolaires qui fonctionnent uniquement en journée, bon, là, les retours sur investissement sont vraiment très intéressants. On peut être autour des 3 ans, quoi. Peut-être un peu plus, mais voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'était assez clair. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Latif, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Allô? Je t'entends. Ah, super. Bah, déjà, excusez-moi pour le retard, hein. Désolé, malgré que j'ai suivi, déjà, je tenais à dire un grand merci à M. Salomon qui est là. Je pense qu'on n'a pas encore eu le temps de pouvoir parler, mais si tu as parlé avec Latif, forcément, tu as parlé avec moi. En tout cas, c'est un réel plaisir déjà de t'avoir sur notre webinaire à nous. Profil très, très intéressant. Enfin, super. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment intéressant, très, très efficace aussi. Après, je pense que, Louange, tu as essayé de comprendre un peu la différence entre eux et nous, tu vois. Moi, je parle de nous, je parle du Congo, parce que je parle pas de la France, parce que je suis pas français. Je parle du Congo en termes de différence sur les prix, machin truc.
c'est vraiment, on peut dire, c'est comme si c'était entre la nuit et le jour. Il y a vraiment un grand travail à faire chez nous. C'est sur ce point que aussi j'essaie de travailler aussi, mais bon, ça va arriver avec le temps. Justement, moi, j'avais une question à poser. Ma question, c'était sur la partie collecte de données, en fait, sur le projet en Côte d'Ivoire, que ce soit industriel ou tertiaire ou domestique. En fait, c'est quoi la logique qui est cachée derrière pour pouvoir essayer d'aller collecter toutes les informations nécessaires, justement pour faire votre étude de faisabilité du projet? Je sais pas si j'ai bien posé ma question. Ok. Genre là, la liste du site, te relever Non, mais toutes c'est les clair. C'est clair, Ok. c'est clair. En fait, peut-être pour ajouter, j'ai pas développé des projets comme Côte d'Ivoire. Ok. Actuellement, on regarde des projets aussi au niveau du Ghana, du Nigeria. Ok. Voilà. Donc, on a des usines également dans ces zones-là. Donc, au niveau du Ghana même, on a développé un projet qui est très avancé et je pense qu'on va rentrer dans la phase de construction d'ici 2027. Donc, on regarde aussi, peut-être en Afrique centrale, pas encore. Et en Afrique de l'Ouest, on a regardé aussi dans d'autres pays. Maintenant, pourquoi il faut aller juste à ce niveau des détails à plus industriels? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Déjà, pour rassurer l'industriel, je pense que c'est la réponse même principale. Au-delà d'affiner l'étude pour le dimensionnement de la ferme solaire et autres et tout ça, c'est pour déjà rassurer l'industriel. L'industriel qui n'est pas énergéticien, peut-être même qui est technicien, qui est énergéticien, qui comprend pas très bien le solaire, puis tu lui présentes, bon, ok, moi j'ai étudié vos factures, j'ai fait mes simulations et globalement votre profil de charge il est de tel type. Votre puissance moyenne appelée, elle est de peut-être 2000 kW. Donc, du coup, moi, je vous propose de faire une ferme solaire de, je dis n'importe quoi, 1600 kW. Voilà, parce que si on prend 2000 kW crête, donc ça va tourner autour de 1600 kW. Donc, on va dire une ferme solaire de 2000 kW crête. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est ce que moi, je vous propose et ça va vous éviter de faire de l'écrêtage. Ça va vous permettre d'optimiser votre taux d'autoconsommation et autres et tout ça. Donc, ton discours, il est beau, tu auras fait tes slides et autres et tout ça, mais lui, il comprend rien à tout ce que tu as dit, au fait. Vous ne parlez pas le même langage. Je ne sais pas si tu vois. Parce que, en industrie, lui, quand il a un problème, déjà, tout ce qu'il va chercher à faire d'abord, c'est de factualiser le problème. Voilà, donc il va factualiser le problème. Est-ce qu'on a un enregistrement qui permet de pouvoir avoir les éléments pour prendre des décisions? Ok. Voilà. Est-ce qu'à partir de cet enregistrement, on a fait des simulations sur des outils, des cas, et ainsi de suite? Voilà. Voilà. Donc, tu vas vous poser sur quoi vous êtes basé. C'est vrai, vous avez fait vos simulations. Est-ce que vous comprenez notre contexte? Est-ce que vous comprenez nos réalités? Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Donc, il va vous poser ces questions-là. Et finalement, ça va vous emmener à pouvoir faire une mesure, donc une collecte de données, voilà, sur une certaine période. S'il a déjà ces équipements-là disponibles sur son site et qu'il a déjà enregistré, c'est déjà très bien. Et voilà, ça va vous amener à faire ça. Et moi, j'encourage systématiquement à le faire quand c'est possible. Voilà, donc une collecte de données sur certaines périodes pour voir le profil des charges type en enregistrant tous les événements possibles. Voilà, et faire des simulations sur des journées types que vous allez présenter au client, donc à l'industriel, pour lui dire, OK, par exemple, telle journée, si on avait une ferme solaire de telle taille, voici comment ton usine allait se comporter. Tu allais utiliser tel pourcentage d'énergie solaire, tel pourcentage d'énergie conventionnelle. Voilà, tu n'aurais pas eu d'écrêtage. Voilà, tu aurais eu un écrêtage. Voici comment on peut valoriser. Donc, du coup, quand vous factualisez tout ça, ça rassure l'industriel et puis voilà, il peut se projeter vraiment sur concrètement qu'est-ce qu'une ferme solaire va apporter à son installation. C'est pour cela que c'est important, vraiment. D'accord, merci beaucoup. Après, je pense que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, mais
C'est le moment de poser vos questions. Ne soyez pas timide. Nous sommes entre nous. Posez les questions. Bien sûr, n'hésitez pas. Moi, j'ai reçu la réponse à ma question. Merci beaucoup. Ouais. Ok, moi je vais poser une autre question. Je voulais savoir, tu mentionnes tes installations avec quel logiciel? Pour moi, le logiciel n'a pas d'importance. Ok. Pour moi, le logiciel n'a pas vraiment d'importance. En même temps, c'est vrai qu'il va te permettre d'être beaucoup plus productif, même qu'un logiciel et un autre va te permettre d'aller beaucoup plus vite pour des projets vraiment de très grande taille, des projets utility scale et autres. Mais pour moi, le logiciel n'a pas d'importance parce que le logiciel, c'est ce que tu entres dans le logiciel qui va te donner à la fin. Nous, on a un concept, on appelle ça poto in, poto out. Donc, si tu rentres de la boue en donnée d'entrée, il va te faire sortir de la boue en donnée de sortie. Vous voyez? Voilà. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le concept, de bien comprendre le besoin. Voilà, une fois que le besoin il est vraiment clair, il est vraiment compris, le dimensionnement, peu importe le logiciel, même une fiche Excel, voilà, c'est vraiment très simple à réaliser. Et moi, je vous dirais aujourd'hui, le logiciel que tout le monde utilise, c'est PV6. Voilà, c'est le plus connu de tous. Voilà, c'est le PV6 pour les industries. On peut se limiter juste à PV6 avec d'autres logiciels pour le calépinage et autres et tout ça. Mais si vous voulez faire des projets beaucoup plus sérieux, une fois qu'on dépasse 4 mégas, on dépasse déjà 4 mégas, déjà, songez à utiliser Solagis. Songez à utiliser Solagis. En complément, je veux dire, en complément de PV6. Ouais. Et même utiliser les bases de données de Solagis, parce que ce sont des bases de données beaucoup plus fiables. Si vous n'avez pas pu installer comment on appelle ça, des stations météo pour pouvoir enregistrer l'ensoleillement. Voilà. Ou si aussi vous avez déjà des données d'ensoleillement réel de quelqu'un qui a déjà fait des dimensionnements et autres, tout ça, vous pouvez les utiliser, mais soyez vraiment prudents là-dessus. Voilà, parce que sur un dernier projet, comme on peut dire ça ici en Côte d'Ivoire, bon, sur les premiers projets, je vais dire, pas que sur mon projet, mais sur les premiers projets solaires ici en Côte d'Ivoire, quasiment tous les EPC se sont groupés. Ils sont groupés sur l'évaluation du potentiel solaire. Donc, ils ont pris les données de Météonome dans PV6. Ils ont fait tout ce que vous connaissez. Ils ont fait dégradation des performances des panneaux, comment on appelle ça, définir les PET. Ils ont aussi fait quoi encore? Essayer de dégrader un peu, comment on appelle ça, l'ensoleillement. Donc, ils ont fait tous ces éléments-là. Et au final, ils se sont rendus compte dans l'exploitation qu'il y a un écart, tenez-vous bien, de 20%. Donc, entre 10 et 20% entre l'ensoleillement qu'ils ont eu en sortie de PV6 là, avec les bases de données qu'ils ont utilisées là, et l'ensoleillement réel qu'on mesure sur le site. Donc, c'est une incidence directe sur la production solaire et donc sur les résultats financiers des projets. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de faire attention aux bases de données qu'on utilise. C'est vrai que je pars au-delà de ta question, mais c'est vraiment très important de faire attention. Donc, si on imagine que ce sont des projets de très grosse taille, donc de 4 mégas, de 10 mégas, donc ça peut très vite faire mal. Vite faire mal. Et moi, systématiquement, aujourd'hui, dans l'industrie où je suis, on a installé des stations météo partout. Voilà, partout pour pouvoir avoir quand même un historique réel des données d'ensoleillement. On a essayé de comparer ça avec Solagis. C'est plus ou moins aligné. Donc, c'est pour ça que je vous parle de Solagis. Voilà, c'est plus ou moins aligné. Donc, voilà, ça, c'est ce que je peux vous dire sur déjà les logiciels et puis sur ce qu'on a
qu'on a constaté en Côte d'Ivoire, en tout cas au sud de la Côte d'Ivoire. Au nord, c'est pas forcément pareil. Voilà. Au nord, c'est pas forcément pareil. Donc, quand vous voulez faire un projet dans une nouvelle région, une nouvelle ville, où vous n'avez jamais développé des projets solaires, donc faites vraiment attention aux données météo que vous utilisez. Mais au-delà de ça, pour moi, le logiciel aujourd'hui qui est le plus utilisé, qui est, on va dire, quand même aussi le plus performant, c'est PV6. Voilà, que vous pouvez coupler à Solagis pour de gros projets. Ok. Je sais pas si je vais poser une question. En fait, j'allais rebondir sur ce que Latif il a dit, les logiciels. Moi, c'est comme je le dis toujours, hein, le logiciel, c'est comme ce que tu as dit. En plus, j'ai aimé le terme que tu as dit, poto in, poto out. C'est très bien. En fait, c'est quoi le problème? Le logiciel, c'est juste un moyen, tu vois. En fait, le plus important, c'est de maîtriser la méthodologie adaptée. C'est ça. Parce que chaque projet diffère, on va dire. Moi, j'ai toujours recommandé, on va dire, PV6 pour les projets, surtout en Afrique. Parce que la base de données est plus adaptée aux trucs en Afrique. J'ai utilisé aussi, moi, j'utilise sur la partie faisabilité, justement pour aller essayer de voir le gisement que je peux avoir et les premières parties de mon productif. Moi, j'utilise Global Solar Atlas qui intègre les données météorologiques de SolarGIS, on va dire. Tu vois. Donc, quand j'essaie de faire des petites études de comparabilité, parce que moi, quand je prends un projet, je veux dimensionner sur PV6, je vais sur Archelios Pro, je vais sur Sunidesign ou peu importe l'outil que je vais utiliser. Mais à la fin, je dois me rendre compte du petit écart que j'ai pour voir est-ce qu'il est approximatif. S'il est tellement grand, forcément, je me suis loupé sur un truc, tu vois. Et c'est là où je vais essayer d'optimiser mieux pour essayer de voir sur quel logiciel je vais partir. Parce que chaque projet a des contraintes qu'on peut peut-être pas trouver sur PV6, on peut le trouver sur un autre logiciel. Et la deuxième question, c'était justement pour savoir, bon, la première, ce que j'ai dit en premier, c'était pas vraiment une question juste pour rebondir à ce que tu as dit. La deuxième question, c'était pour savoir, en fait, comment est-ce que vous arrivez à juger une fois l'écart sur le terrain entre ce qui a été dit sur les outils et la réalité constatée sur le terrain? Comment est-ce que vous essayez de remonter cette pente-là, justement pour essayer d'avoir un équilibre entre le bureau et le terrain? Parce qu'aujourd'hui, le terrain a beaucoup de réalité, il peut différer sur ce qu'on a fait d'études sur le logiciel. Je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à remonter cette pente-là, justement pour garder que l'installation soit plus performante sur le long terme. Ok. Donc, aujourd'hui, comment on arrive à voir l'écart entre ce qui a été planifié au bureau et ce qui est réalisé sur le terrain. Pendant la construction, on peut voir les écarts de configuration, de dimensionnement et autres et tout ça. Ça, c'est visible pendant la construction. Mais c'est tout. Tu ne peux pas voir autre chose pendant la construction. Okay. C'est plutôt pendant l'exploitation que tu verras vraiment si ce que tu as planifié là correspond à ce qui est en train de se passer, à ce qui est en train d'être produit, au fait. C'est là qu'est le vrai challenge des projets solaires. Et une fois que tu as cette phase-là, c'est difficile de rétro-pédaler, c'est difficile de corriger parce que tout est déjà fait. Ouais. C'est pour ça que l'étape de dimensionnement, de définition des besoins, j'ai vraiment insisté dessus. De prendre tout le temps qu'il faut, même si c'est 2 ans, même si c'est 1 an, de prendre tout le temps qu'il faut, voilà, pour pouvoir mieux définir le projet. Et ouais, ça prend du temps, mais il le faut. Donc aujourd'hui, ce que nous on fait, ce qu'on fait, c'est simple. Le projet, on le design, on le développe sur le papier, on prend le temps qu'il faut, on fait les études qu'il faut. Une fois qu'il est validé, donc pour la construction, on finit la construction. Et pendant l'exploitation, il y a des capteurs, hein, tout bêtement, il y a des capteurs qu'on installe
les capteurs de courant, tension, le pyranomètre, les capteurs d'irradiation, d'encrassement. Donc, tous ces capteurs vont remonter des informations. Voilà. Et qui vont nous permettre d'ajuster progressivement. Donc, pendant la première année quasiment, puisque c'est là qu'on aura le temps de voir toutes les saisons. Donc, pendant la première année, on aura le temps d'ajuster, de voir est-ce qu'il y a un écart de performance à tel endroit, est-ce on est bien incliné, est-ce qu'on s'encrasse rapidement que prévu, est-ce que les câbles sont bien dimensionnés, est-ce qu'on ne chauffe pas, et ça c'est le nerf de la guerre, est-ce que l'ensoleillement qu'on a planifié là, c'est ce qu'on reçoit réellement. Ouais. Voilà. Donc à travers les pyranomètres et autres et tout ça. Et là, malheureusement, une fois qu'on détecte qu'il y a un écart, c'est mort quoi. On ne peut pas faire grand chose. Ouais. On ne peut que valider déjà que c'est vraiment un écart sur toute l'année entre ce qu'on a planifié et ce qu'on reçoit. Une fois que là c'est validé, on peut peut-être mitiger, comment on peut dire ça, le truc en peut-être activant les garanties. S'il y a des garanties avec le P6, pour lequel on a contacté le projet, donc activer les garanties, ou peut-être au mieux, ne pas dire au pire, voilà, faire une extension de la ferme pour pouvoir avoir les résultats qui étaient planifiés. Mais tout ça là rentre dans l'activation peut-être de la garantie, quand c'est possible. Ok. Il y a Louange qui veut poser une question. Oui, merci. Du coup, j'avais une autre question, un peu plus concrète en fait, par rapport au dimensionnement d'une installation d'autoconsommation. Donc, admettons qu'on a une installation, une usine en fait, qui consomme 3 MW et qu'on a de l'espace disponible pour pouvoir avoir autant de panneaux pour pouvoir combler cette puissance-là de l'installation. Et d'après vous, en fait, est-ce que on dimensionne nos panneaux en puissance watt crête un peu moins que la puissance de l'installation, ou bien on dimensionne au plus la puissance de l'installation? Et en fonction de votre réponse, j'aurai une autre question du coup. D'accord. Donc, ici, dans ce genre de cas-là, ça sera généralement le client qui va orienter la décision. Donc, l'industriel. Donc, en fonction de ce qu'il veut. Donc, pour la plupart de mes projets, l'industriel, lui, il veut peut-être 20% de couverture du solaire par rapport à son installation, ou lui, il dit, bon, moi, je ne veux même pas d'écrêtage, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, en fonction de ce que le client vous aura dit, vous allez choisir la taille. Donc, moi, j'aurais tendance, et non pas que ça, aussi avec la réglementation en vigueur. Si, par exemple, vous êtes dans un pays où l'injection du surplus est interdite, voilà, donc vous aurez tendance à avoir moins d'écrêtage possible. Si l'injection du surplus est autorisée contre rémunération. Ouais, au feu. Parce que... Donc, s'il est autorisé contre rémunération, voilà, vous aurez tendance à avoir peut-être un peu d'écrêtage en fonction de la valorisation en fonction de la rémunération en fait d'énergie. Donc moi principalement, j'aurais tendance à avoir juste un peu d'écrêtage, m'assurer que je couvre une bonne partie du besoin du client. Et là, c'est vraiment une réponse générique parce que il faut avoir tous les éléments pour pouvoir bien répondre. Tout à fait. En fonction du besoin du client. Et du coup, ce que vous voyez, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, avoir un peu d'écrêtage et tout. Et admettons que le distributeur, disons le gestionnaire du réseau, en fait, n'autorise pas même un petit delta d'écrêtage. Comment alors vous allez faire pour pouvoir brider en fait votre consommation? Ok, je vois où tu veux venir dans ta question. Oui. D'accord. Donc pour ce genre de problème, hein, parce que de toutes les manières, même si tu dimensionnes en dessous de sa puissance qu'il appelle, il y aura des jours de maintenance. Tout à fait même va produire et sa production sera supérieure aux besoins. Donc pour ça, en fait, il y a des automates
donc des régulateurs, c'est ça, des automates, des régulateurs. Et est-ce que vous avez un mode qui vont te permettre de pouvoir limiter la production de ta ferme solaire. Donc, donner l'ordre à certains onduleurs de se déconnecter du réseau. Et puis voilà, ça va permettre d'ajuster ta production solaire aux besoins actuels. Donc ça se fait. Ok. Et vous avez un mode automate juste pour... Il y a météo contrôle, ce que je connais le plus. Voilà, mais en même temps, aujourd'hui, pour les marques d'onduleurs, là, ils ont des petits automates, des smart loggers, des smart controllers, Huawei, Jinko, Jinko encore, on appelle ça Sungrow, SMA. Donc, aujourd'hui, eux-mêmes, ils développent maintenant même ce type de contrôleur-là directement dans leur catalogue d'onduleurs. Donc, quand vous allez acheter les onduleurs, ils vont vous proposer un smart logger qui est à côté, qui aujourd'hui, pour la plupart, permet de pouvoir faire ce travail-là. Maintenant, après, pour de gros projets, de grosse taille, pour les industriels, en plus, on parle toujours de grosse taille, clairement, vous aurez besoin d'un automate dédié qui est spécialement installé pour gérer voilà. Et il devient systématiquement le maître d'orchestre de toute l'installation. Voilà. Donc, c'est lui qui commande la production de la ferme solaire, c'est lui qui regarde le besoin, et puis c'est lui qui aligne le tout. D'accord. Et du coup, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, même si vous êtes en autoconsommation, on vous oblige quand même d'avoir une protection de découplage sur votre installation photovoltaïque? Aujourd'hui, c'est pas obligatoire, c'est pas clairement spécifié. Voilà. Mais si vous vous connectez en haute tension, clairement, vous serez proche des cellules du fournisseur d'énergie. Donc, il aura son mot à dire et là, il va vous dire de mettre les cellules de découplage. Okay. Et si vous êtes en basse tension, vous serez dans votre installation. Parce que généralement, ici, tous les industriels ont des compteurs achetés. Achetés, tout à fait. Oui. Donc, si vous injectez directement en basse tension, le fournisseur d'énergie ne voit pas. Donc, il ne va pas vous emmerder. Voilà. Tout ce qui le ministère vous dira, assurez-vous que vous êtes en autoconsommation, que vous n'injectez pas sur le réseau. Donc, ils vont juste passer pour s'assurer qu'il y a le dispositif des zéro injection qui est installé. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? J'ai une question. Okay. M. Salomon, j'ai vraiment apprécié l'intervention. Je suis vraiment enrichi de toutes ces questions qui ont été posées par les aînés et autres. Je vais poser une petite question. C'est en rapport avec les panneaux qu'on utilise aujourd'hui. Bon, auparavant, on disait que c'était le monocristalline qui était le plus prisé aujourd'hui en termes de puissance. Bientôt, bon, actuellement, on parle du TOPCon. Est-ce que, bon, pour ceux qui sont déjà avancés, est-ce qu'il y a des panneaux beaucoup plus performants qui arrivent ou bien actuellement le TOPCon reste le premium en termes de panneaux solaires? Merci. Aujourd'hui, en termes de performance, en réalité, il y a des panneaux beaucoup plus performants. Il y a des panneaux faits à l'aide de gallium. Je ne sais plus si c'est effectivement ça. Mais aujourd'hui, il y a des panneaux faits avec d'autres matériaux autres que du silicium, en fait. Ils vous font sortir du 30%, en fait, de rendement. Ou même qui vont au-delà de 30% de rendement, mais qui ne sont pas viables économiquement. Et allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, très bien. Voilà. Et qui sont pas forcément viables économiquement aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'ils ne sont pas peut-être proposés à grande échelle.
Voilà, sinon, il y a clairement d'autres panneaux beaucoup plus performants. Je n'ai pas les références en tête aujourd'hui, là, maintenant, mais je pourrais rechercher et puis vous envoyer ça un peu plus tard. D'accord, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Merci. Maintenant, ma deuxième question relative à l'estimation du besoin du client ou au profil de consommation, comme on le dit. Bon, la plupart des projets sur lesquels j'ai eu à travailler, c'est pour du tertiaire ou du domestique. Et généralement, parfois, le chantier en construction, c'est-à-dire le bâtiment est mis en construction et le client demande de proposer une installation solaire. Donc, sur cette base-là, est-ce qu'on parle des fiches techniques des différents équipements à installer et puis proposer quelque chose? Est-ce que c'est vraiment tangible puisque l'installation n'existe pas pour dire on fait des mesures à partir d'un énergimètre afin de pouvoir définir les différents paramètres? Dans de tel cas, comment est-ce qu'on fait? Si on a que les fiches techniques des équipements, donc les puissances, et puis peut-être on va demander au client de nous dire combien de temps de fonctionnement l'installation prévoit être fonctionnelle, pendant combien de temps dans la journée, est-ce que c'est suffisant pour établir un profil de consommation assez fidèle à la réalité? Ça sera pas fidèle à 100%, mais globalement, c'est le cheminement que vous avez énuméré. Voilà, assurez-vous de vraiment échanger clairement avec le client et qu'il s'engage surtout aux hypothèses qu'il vous aura données. Donc, qu'il s'engage sur ces hypothèses-là. C'est sûr, ce qu'il aura dit, que vous aurez dimensionné le système. Donc, s'il est prêt à s'engager dessus, c'est déjà très bien. Et vous, avec votre œil d'expert, votre génie, c'est là que le génie il doit se réveiller. Puis voilà, avec votre génie, vous allez pouvoir retomber sur des profils de tâches type comparé aussi à des résistants. Donc, ça va permettre d'être réaliste possible comparé à des résistants des bâtiments ou des installations similaires. Quel ordre de grandeur on se trouve. Et voilà, dans ce cas-là, on peut faire quelque chose. Il faut toujours avoir en tête au fait que ça sera un projet qui va se faire par itération. Donc, voilà, garder toujours une marge qu'on puisse toujours rectifier les choses même pendant la phase d'exploitation. Ok, merci bien. Merci, M. Salomon. Ok, d'autres questions? Tire au micro et posez-les. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc déjà je vais remercier notre intervenant pour cette magnifique présentation. J'ai beaucoup appris en passant par le ratio qu'on doit dégrader et tout. Et surtout, c'est pas le logiciel, mais c'est plutôt comment je dis ça, est-ce que je ne me rappelle pas le terme, surtout aller chercher les données. Voilà ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Donc, merci aux participants qui ont passé leur temps avec nous pour ce webinaire. Je présente en même temps notre prochain webinaire qui va se dérouler dans 2 semaines. Je partage. Là, vous devez le voir, de Aquilos pour ILECALC, la passerelle qui révolutionne vos études photovoltaïques. Ça va se dérouler le 25 juillet à 17h avec un intervenant qui devient de TRAS Software qui développe l'un des logiciels
technicien le plus performant dans le domaine du solaire actuellement s'appelle Mehdi Boukif. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Donc ça, c'est le nouveau thème. Je donne rendez-vous 25 juillet. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ok. Attends. Ok, vas-y. Juste une petite fois. En fait, on va dire que Mehdi, c'est le manager, enfin le directeur manager général du Trav Software International dans l'Afrique. Donc, c'est lui qui gère tout ce qui est Trav Software International en Afrique. Après, je pense que Archéolus, c'est un logiciel qui est très utilisé actuellement en France et même en Europe aussi pour dimensionner les projets photovoltaïques. C'est un outil très, très complet, on va dire, qui intègre beaucoup de critères, beaucoup de principes, beaucoup de choses. Il intègre du Revit à l'intérieur, il intègre du SMA à l'intérieur, il a carte de base, il a Sunny Design, enfin, il a beaucoup de logiciels intégrés avec beaucoup de passerelles. Actuellement même, ils ont développé un outil qui intègre AutoCAD directement à l'intérieur pour assurer du calipinage. Déjà que c'est un logiciel qui est cher aussi, on va dire. Et pourquoi c'est cher? Parce que c'est aussi très performant comparé à d'autres logiciels qu'on avait avant, sans pour autant éliminer PV6. On va dire PV6, c'est un logiciel aussi qui est très efficace. Aujourd'hui, Archéolus, il intègre beaucoup d'outils que sur des projets à grande envergure, vraiment des grosses puissances, comme ce que Salomon il disait. Moi, je pense qu'Archéolus, c'est l'outil qui est très performant actuellement, parce qu'il peut dimensionner des projets des grosses puissances. Mais juste un petit truc, c'est que l'accessibilité, il n'est pas donné à toutes les personnes. Déjà que la licence a beaucoup de prix en fonction de ce que tu veux faire. Il intègre du SketchUp à l'intérieur. Moi, je trouve que ça sera très intéressant de venir découvrir le 25, ce qu'il va proposer. C'est comme ce qu'on avait dit, l'objectif ici chez nous, c'est pouvoir aller rechercher des profils assez intéressants, que ce soit pour nous et même pour le continent africain, les ramener sur le webinaire, pour essayer de donner une plus-value à tout ce que nous faisons. Je pense qu'aujourd'hui, si Salomon est venu aujourd'hui chez nous, c'est un grand frère, parce qu'il est plus âgé que moi, il a beaucoup d'expérience aussi, parce qu'il a aussi vu aussi ce que nous proposons aussi, la manière dont nous l'avons contacté aussi était très, très important. L'approche aussi, et c'est cette approche aussi qui nous permet comme Salomon, ici il y a eu Jordan, il y a eu Arthur, il y a eu Songro la fois dernière. Aujourd'hui, il y a eu Salomon qui est venu. Aujourd'hui, la prochaine fois, ça sera avec Mehdi. Je pense qu'il est beaucoup suivi sur LinkedIn aussi. Avec Trav Software aujourd'hui, c'est un grand truc, c'est un grand bureau, c'est beaucoup fort. Moi, je vous invite vraiment aussi à participer aussi, ne pas oublier à partager le lien pour essayer justement d'attirer beaucoup de personnes, on va dire, sur nos webinaires, pour que ça ne soit pas nous qui serons sauvés d'un petit mot, aussi d'autres personnes aussi puissent bénéficier de cette connaissance, de cette compréhension qui est gratuite, accessible à toutes les personnes, on va dire. Donc, je vous prie, surtout d'aller donner de la force sur LinkedIn. N'hésitez pas à le suivre aussi. Salomon aussi, de commenter cette publication sur LinkedIn aussi, ça permet de donner de la force, on va dire. Ça, c'est mon mot de la fin que je veux dire. Peut-être que Salomon aura un mot de la fin aussi natif. Pour moi, je voulais juste apporter cette petite précision, on va dire. Ok, merci pour ton mot de grâce. Salomon s'est excusé, il a un contretemps, mais il a apprécié être parmi nous et il vous remercie. Ok. Merci beaucoup. Donc sur ce, excellente soirée à tous et bon week-end.